Merci de choisir Ecopolis Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Nzibira n'est pas tombé après de féroces affrontements contre les rebelles de l'AFC 123. Les FRDC et leurs alliés Ouazalendo gardent le contrôle de cette cité stratégique du Sud Kivu, contrairement à certains rapports des médias et sources locales. Plus de détails dans ce journal. Démission de Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État qualifie cet événement de cuisine interne à la Chambre basse du Parlement. Félix Tshisekedi appelle à ce que la transition à la tête de cette institution se fasse sans créer de nouveaux troubles. En sport, Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or 2025. Il devient le 6e Français de l'histoire à recevoir cette prestigieuse récompense. Son parcours fait de doute et de persévérance est salué par le monde du football. Conflit dans la province du Sud Kivu, la cité minière de Nzibira reste sous contrôle des FRDC et les miliciens Ouazalendo après de violents affrontements qui ont eu lieu samedi dernier contre les rebelles de l'AFC 123. Cette défaite des rebelles intervient en dépit des accords de paix signés récemment et met en péril la stabilité de la région, contrairement à certains rapports des médias et sources locales sur la prise de la cité stratégique de Nzibira par les 123. Les patriotes combattants Ouazalendo démentent cette information qualifiée d'un tox et rassurent les Congolais de leur détermination à récupérer tous les territoires sous occupation de l'ennemi. Je vous propose de suivre le général autoproclamé Daouli Libérateur, porte-parole des Ouazalendo, axe Chabunda Walungu. Nous voulons d'abord démentir l'information des ennemis. Oyo balingi ba traumatiser peuple nabiso que Nzibira tombé, Nzibira tombé, Nzibira tombé za lukuta. Daoudi Libérateur nazana Nzibira, tous les Ouazalendo avec les FRDC tozali na Nzibira. Monsieur Yako tellement. Tozali na Nzibira, nous sommes là. Que l'ennemi tellement. Que l'ennemi ne vous trompe pas. Nous sommes en Nzibira, nous sommes à Mulamba, nous sommes à Kankinda et nous continuons toujours la lutte pour libérer les quelques territoires qui restent. Et je le rassure le peuple congolais et les autorités congolaises de tenir fort et que le peuple congolais soit mobilisé à un seul homme pour combattre cet ennemi qui a la stratégie de décourager les gens en disant qu'il a déjà le contrôle de Nzibira, le contrôle de Mulamba et le contrôle de Kankinda. Ezali Lukuta. Maintenant, nous les Ouazalendo de l'axe Chabunda, général Maïch, général Daoudi Libérateur, général Mubangu, général Kafuma, général Mabala, Justin, général Nyambamba Josué, général Ngandou, nous sommes là et nous tenons debout. Et nous n'avons pas le droit de reculer. Le contraire, nous sommes toujours dans la continuité de libérer nos espaces conquis par l'ennemi. Nous sommes là. Nous sommes en Nzibira. Monsieur, filmez là-bas. Filmez bien là-bas. Nzibira, et mon en a bien. L'accent go bien. Hein? Il est Nzibira. L'accent Nzibira bien wana. Quel est l'accent Nzibira? Les kaboy. Les kawana. On est en Nzibira pas. Nzibira. Inaonekana mzuri? OK, ça va. Nous sommes en Nzibira. Je suis en Nzibira. Hein, je suis en Nzibira, que l'ennemi ne vous trompe pas. Il a déjà pris le contrôle de Nzibira. Il a déjà conquis tous les espaces. Là, Ezali Lukuta. Nous rassurons le chef de l'État, le premier Mouzalendo, le commandant suprême de notre armée congolaise, que vos fils, Ouazalendo et FRDC, nous sommes là, avec le régiment 3309. Nous sommes derrière vous. Et sans faille, nous allons débouter l'ennemi en dehors de notre territoire. Les Congolais, soyez rassurés. Nous sommes là et pas de choses de recul, pas de choses de titubé. Nous allons continuer à terrasser et à arracher l'ennemi. C'est la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci beaucoup.
80e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, y participe ce mardi 23 septembre. Il participera au sommet de chefs d'État et de gouvernement dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques et crises sécuritaires. Ce déplacement diplomatique s'inscrit dans la continuité des efforts abordés pour la situation sécuritaire en RDC, particulièrement dans l'est du pays, et défendre les intérêts de la RDC sur la scène internationale. Hier lundi, il a pris part aux activités commémoratives du 80e anniversaire de l'ONU sous le thème « Mieux ensemble », plus de 80 ans au service de paix, du développement et des droits humains. À New York, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été reçu en tête-à-tête par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en qualité de vice-président de l'Assemblée générale de la dite session. Établissement rigoureux des faits, en marge toujours de l'Assemblée générale de l'ONU, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a appelé lundi la communauté internationale à reconnaître le génocide perpétré en RDC pour des gains économiques depuis plus de 3 décennies. C'était au cours d'une conférence parallèle organisée par la mission permanente de la RDC aux Nations Unies au Jay Conference Center de Manhattan. Le chef de l'État a lancé un appel à l'endroit des États pour appuyer l'établissement d'un mécanisme international robuste de vérité et de qualification juridique des crimes. On écoute ici, tour à tour, Pramila Patten, représentant spécial des Nations Unies sur les violences sexuelles liées au conflit, et Félix Tshisekedi, chef de l'État congolais. Pouvons-nous rester insensibles, sachant que depuis le premier trimestre de cette année, un enfant est violé chaque demi-heure? On se demande pourquoi une telle indifférence. Comment pouvons-nous accepter que les femmes et les filles, souvent déplacées et plusieurs fois, aient à se prostituer pour survivre en vue de l'insécurité alimentaire aiguë? Peut-on oublier ou ignorer cette nuit d'horreur du 27 janvier 2025, où lors de l'attaque de la ville de Goma par les M23, 160 femmes ont été violées par les prisonniers hommes, puis laissées en proie aux flammes, brûlées vives dans leurs cellules de la prison de Muzenze en toute impunité? On parle de survivantes, mais on oublie que nombreuses sont celles qui ne survivent pas. Des cas de femmes tuées après un viol avec une cruauté incompréhensible ont aussi été recensés. Je voudrais saluer le gouvernement qui, face à tous ces défis, continue d'amplifier ses efforts et a récemment actualisé les plans d'action nationaux des FARDC et de la PNC sur la lutte contre les violences sexuelles. Ces efforts viennent s'ajouter au travail important de la justice militaire et les initiatives nationales des réparations aux survivantes des violences sexuelles. Hélas, les cycles des violences à répétition fragilisent ces efforts, sinon les réduisent à néant. Excellence, la manière dont nous affrontons cette crise est le véritable test de notre détermination. Nous ne pouvons pas nous contenter de prononcer des paroles de condamnation, alors que les survivantes manquent de soutien pour continuer leur vie. Des milliers sont privés d'accès aux soins médicaux, aux soins psychosociaux, au logement et aux recours juridiques. Elles paient le prix de l'impunité. Elles méritent plus que des promesses. Elles méritent protection, assistance, justice et réparation, et un avenir sans peur. Pour qu'elles puissent avoir la paix et la tranquillité d'esprit, des services rapides et adaptés doivent les atteindre rapidement et à grande échelle. Il est urgent d'accélérer le paiement des réparations aux survivants et de les associer à ce processus. La justice transitionnelle doit aussi se développer en complémentarité avec la justice pénale, dont les mérites sont indéniables, et doit inclure des mécanismes de recherche de la vérité, de préservation de la mémoire, ainsi que de prévention et de la répétition de tous les crimes, y compris les violences sexuelles liées au conflit. Il est indéniable que depuis plus de 3 décennies, et ce ne serait jamais trop de le rappeler à chaque occasion, à chaque conscience, nos populations payent un tribut humain insoutenable.
familles décimées, villages rayés de la carte, communautés déportées ou forcées à la disparition en raison de leur identité ou permettre l'implantation de populations étrangères qui héritent illégalement de leurs terres, autorités traditionnelles réduites au silence absolu et remplacées par des lignées étrangères entraînant une désarticulation identitaire, femmes et enfants brisés. Ces crimes planifiés et systématiques dans leur modus operandi relèvent pour certains actes de la logique et de l'intention génocidaire. Trop souvent, ces tragédies ont été minimisées, relativisées, parfois niées. Nous sommes ici pour briser ce silence, lever le voile et appeler solennellement à la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur le territoire congolais, condition d'une justice qui répare et d'une paix qui dure. Notre plaidoyer se fonde sur des assises juridiques incontestables et sur un corpus de rapports concordants, nationaux et internationaux, qui documentent l'ampleur, la systématicité et l'intention criminelle de ces atrocités. Dans l'actualité également, Vital Kamerhe a démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, visé par une procédure de destitution avec une pétition signée par 262 députés. Il a choisi de prendre les devants et de déposer sa démission auprès de la conférence des présidents. Les pétitionnaires l'ont accusé principalement de mauvaise gestion et de blocage du contrôle parlementaire. Dans son allocution reprenant l'esprit de lettre de démission, le désormais ancien speaker de la Chambre basse du Parlement réitère sa loyauté à l'Union sacrée de la Nation et au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je vais également m'adresser à nos collègues pétitionnaires. Merci à vous. Merci car au-delà de l'épreuve, il y a l'apprentissage. Chers frères et sœurs, ce qui nous unit est infiniment plus fort que ce qui nous divise. À votre démarche démocratique, j'ai apporté des réponses précises devant la commission spéciale et temporaire. Je n'ai aucun doute que notre lanterne à nous tous a été éclairée. Ma gratitude s'adresse aussi au personnel administratif et aux assistants parlementaires qui abattent un travail remarquable avec zèle et abnégation. À celui qui me succédera, je souhaite plein succès dans la conduite de notre chambre. C'est ici le moment de vous annoncer ou de confirmer effectivement ce que le président de la commission, Peter Kazadi, a dit tout à l'heure. Je donc, en âme et conscience, décidé devant 110 millions de Congolais de considérer que ma petite personne ne doit pas bloquer une grande institution comme l'Assemblée nationale. J'ai donc décidé de déposer ma démission. Que l'Éternel, Dieu des armées, miséricordieux, accorde la sagesse, la force nécessaire à celui qui va me succéder. Pour relever ces grands défis, je vous invite, vous tous, à lui apporter tout votre soutien. Enfin, un mot pour notre jeunesse parlementaire, pour laquelle nous avions institué désormais un réseau de jeunes. Chers jeunes députés, vous êtes à la fois le présent et l'avenir de notre nation. Soyez toujours conscients de cette responsabilité. Ne commettez pas nos erreurs. Travaillez avec acharnement et discipline. Vivez pour l'histoire, chers jeunes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple et ses institutions. Que Dieu nous bénisse tous et que la nation triomphe. Merci.
Démission de Vital Kamerhe du perchoir de l'Assemblée nationale, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a réagi depuis New York. Il réitère son alliance à l'Union pour la nation congolaise et considère Vital Kamerhe comme un allié, sauf trahison au changement d'idéologie. Le chef de l'État, qui se veut conciliant, affirme qu'il n'y est pour rien dans ce qu'il qualifie des affaires de la cuisine interne de la Chambre basse du Parlement. J'ai appris comme vous aussi aujourd'hui la démission du président de l'Assemblée nationale. Ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a quelques jours, moi j'avais reçu dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle tous les chefs de corps de nos institutions. Et il y avait là le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le mot d'ordre était que la rentrée se fasse dans la sérénité, le calme qui soit. Et je crois que vous avez vu les discours de rentrée, ils ont été justement dans ce sens-là. Après, il y a un fonctionnement, une cuisine interne à chaque institution, et les choses s'orientent selon ce que ces institutions sont en train de faire. Moi, je suis le garant de la stabilité de ces institutions, mais ça ne me donne pas le droit d'aller m'immiscer dans ce qui se passe dans ces institutions. S'ils ont décidé de défier leur président, c'est leur cuisine interne. Mon rôle à moi est de voir les droits de tout le monde sont respectés et que l'institution elle-même, sa stabilité est sauvegardée. C'est ce qui m'importe. Quant à savoir quelles seront les relations, votre question était de savoir si nous sommes toujours alliés, partenaires, bien sûr. En tout cas, sauf si maintenant, M. Vital Kamerhe en décide autrement, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base justement de sa démission, ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il va vouloir me tourner le dos. Je n'y suis pour rien. Donc, je continue à le considérer comme un allié, comme un frère, et jusqu'à ce que il en sera autrement. Mais c'est pas à moi, en tout cas, de le dire à ce stade. Merci beaucoup. La démission de Vital Kamerhe ouvre la voie à l'élection d'un nouveau bureau de l'Assemblée nationale. En attendant, c'est le vice-président plutôt, Isaac Chilumbai, qui assure la direction de l'institution. La rapporteure adjointe Dominique Munongo a également démissionné le même lundi, ce qui confirme un remaniement imminent du bureau de l'Assemblée nationale. Pour le président du parti politique, l'Alliance pour la République et la Conscience nationale, ARCN, Justin Bitakwira, les députés nationaux ont confondu l'essentiel à l'accessoire. Alors que le pays est confronté à l'agression rwandaise dans l'Est, les élus ont préféré rechercher la division entre Congolais que de trancher sur la situation de la population. L'heure est arrivée de changer cette mentalité. On l'écoute. Et beaucoup ont pensé que non, j'ai un penchant sur l'honorable Vital Kamerhe. Ce n'est pas une question de penchant. J'ai trouvé pour moi que l'État que traverse la République démocratique du Congo, la question de l'honorable Vital Kamerhe est accessoire. Mon sentiment de ce jour-là, parce que les gens ont pensé que Bitakwira, il est très agité. Non, je n'étais pas agité. Mon sentiment de ce jour-là, c'était pour mettre en garde les différents grands espaces, Grand Bandundu, Grand Équateur, Grand Kasaï, peut-être Grand Katanga, que ceux qui pensent que si Vital Kamerhe tombait, c'est leur espace qui va occuper la place. On connaît Kamerhe appartient à quel espace. Son espace est connu. Et j'en fais partie. Et ils doivent oublier que si Kamerhe tombait, en principe, c'est son espace qui doit occuper ce poste, légitimement et politiquement parlant. Le président du parti politique Alliance pour la République et la Conscience nationale a trouvé le mot juste pour conscientiser le peuple congolais à tenir bon, à rester unis et vigilants pour protéger la patrie. Nous avons fait un pacte avec la République démocratique du Congo. C'est ça notre alliance. Et
La conscience nationale, effectivement, c'est d'appeler le peuple à ne pas confondre l'essentiel et l'accessoire. L'essentiel aujourd'hui, c'est faire face à l'ennemi. Un point, un trait. Qu'en est-il alors de la situation de Ouazalendo? Je peux dire que les Ouazalendo se portent bien. Ils se battent aux côtés des FARDC. Mais ce qui est vrai, on reproche aux Ouazalendo certaines caprices, qu'ils s'immiscent dans certaines institutions ou des entreprises de l'État. Nous avons déjà donné des conseils que nous n'avons qu'un seul ennemi, Kigali de Kagame, et les Congolais que Kagame utilise pour détruire notre pays. Pour Justin Bitakwira, il n'est pas question de confondre l'essentiel à l'accessoire. Autre chose, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya, a organisé samedi dernier une patrouille diurne et une marche d'endurance de ses troupes. C'était dans les grandes artères de la ville de Bunia, dans l'optique de rassurer la population sur la proximité avec son armée, un moment de communion entre la population et son armée. Les samedis 20 septembre dernier, commandant des opérations militaires et gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni a une nouvelle fois chaussé ses bottines pour une marche d'endurance physique à travers le quartier de la ville. Des pas qui résonnent comme un message. Proximité, vigilance et engagement. Tout au long de son parcours, la population s'est rassemblée accueillant le cortège dans une ambiance de ferveur populaire. Non général Boyanka Chamadjouni s'est transformé en formateur de terrain. Il a prodigué des instructions claires aux éléments de sécurité, appelant à une rigueur exemplaire dans l'exercice de leurs fonctions. Alignement, gardez-vous, portez armes. Unité en formation. Pour le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du gouverneur, cette marche est bien plus qu'une simple routine militaire. C'est un moment de communion avec la population, un geste de reconnaissance et une volonté affirmée de construire une confiance durable. À travers cette marche de routine, le message est clair. La sécurité de l'Ituri s'est bâtie pas à pas, au rythme d'un leadership serviteur, comme le veut le chef de l'État, commandant suprême des FARDC de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On se quitte avec du sport, je l'annonçais en titre, l'attaquant français du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, a remporté lundi le Ballon d'Or 2025 à Paris. Inarrêtable cette année, Ousmane Dembélé a emmené les Parisiens jusqu'à une victoire historique en Ligue des Champions. Après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane et Karim Benzema, l'attaquant de Paris Saint-Germain est le 6e joueur français à remporter cette prestigieuse récompense. Une consécration à domicile un peu plus logique au vu de sa saison XXL, devançant l'Espagnol Lamine Yamal. Il est le 3e homme noir à remporter le Sésame après le Portugais Eusébio da Silva en 1965 et le seul Africain George Weah en 1995. On écoute Ousmane Dembélé dans cet extrait choisi par votre rédaction. Et je voulais aussi remercier tous les clubs auxquels je suis passé, que ce soit le Borussia Dortmund, le Stade Rennais, mon club formateur, avec mes formateurs où j'ai pratiquement tout appris. Le club où j'ai rêvé de jouer, voilà, où j'ai réalisé l'un de mes rêves en jouant au FC Barcelone. Ça a été exceptionnel. J'ai appris pendant cette année, à côté de grands joueurs comme Andrés Iniesta qui est là, comme Lionel Messi, ça a été exceptionnel. Voilà, tout cet apprentissage-là. Et voilà, je suis content. Voilà, même si le Ballon d'Or, pour moi, ça n'a pas été vraiment un objectif dans ma carrière, mais voilà, c'est exceptionnel de gagner un trophée comme ça. Voilà, quand je vois la liste, il n'y a que des grandes légendes, que des grands joueurs.
Et voilà, j'ai travaillé pour l'équipe pour pouvoir essayer de gagner une Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, la première. Essayer de gagner le championnat, la Ligue 1, la Coupe et puis voilà, être remercié avec un trophée individuel comme un Ballon d'Or, c'est vraiment exceptionnel. Et voilà, je suis heureux ce soir. Voilà qui clôture ce journal sur Ecopolis Télévision. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, pour de nouveaux titres de l'actualité. Au revoir.